Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'intervenant. Franck Cloture, maître Franck Cloture, qui est doctorant en sciences juridiques à l'IES. Et il lui est arrivé déjà de faire une intervention dans le cadre de ce séminaire dominical du dimanche soir. Et vous savez que l'IES fait tout ça, c'est pour que nous prenions tous l'habitude des débats ouverts, pas spécialement scientifiques, mais l'habitude d'échanger, hein, prendre l'habitude de parler en toute transparence, en toute liberté. Hein, c'est un peu le but du jeu. Hein. Et donc, Franck Cloture, aujourd'hui, a accepté de jouer le jeu avec nous, encore une fois. Et aujourd'hui, il va traiter du sujet suivant, les enjeux de la réforme constitutionnelle annoncée. Je répète, les enjeux de la constitutionnelle annoncée. Alors, Franck Cloture parlera, exposera son point de vue sur tout ça. Il parlera au maximum 1 heure, et l'heure qui suit, ça sera réservé aux questions et aux réponses. D'accord? Donc, maître Franck Cloture, tu as la parole. Merci, docteur Fred, de m'avoir introduit. Je salue tout le monde et je vous dis merci d'être branchés. Merci de votre intérêt au terme de la présentation. Vous tirez suffisamment de bénéfices, que ce soit de l'exposé magistral, que ce soit de l'interaction avec l'assistance. Et nous réfléchissons à la question constitutionnelle dans un contexte historique de transition politique assez singulier. Un contexte où l'essoufflement et les aspirations au changement du peuple haïtien sont plus manifestes que jamais. Un contexte marqué par une accélération de la mondialisation, un contexte marqué par une volonté manifeste de l'Occident de répandre en Haïti comme ailleurs sa culture et sa civilisation, parfois jugée indésirable par plus d'un. Et je pense du coup à l'expression mariage pour tous, utilisée pour camoufler les effets de l'homosexualité. Alors, c'est dans ce contexte que nous réfléchissons à la question constitutionnelle à l'échelle d'Haïti. Parce que Haïti n'évolue pas en vase clos. Haïti interagit avec le monde et
ce qui caractérise cette interaction, c'est l'interdépendance. Alors, la réforme constitutionnelle peut ne pas avoir de réponse à toutes les questions qui entourent le contexte et l'histoire de la chose, mais la réforme constitutionnelle devrait notamment répondre de manière adéquate à ce besoin de changement et de bien-être de la population haïtienne. Mais avant, l'ambiguïté mérite d'être dissipée. D'abord, l'expression réforme constitutionnelle qui constitue notre sujet de réflexion, c'est une espèce de fourre-tout qui peut inclure un amendement, une révision, voire l'adoption d'une constitution nouvelle. Cette distinction n'est pas du tout anodine. Elle a un intérêt majeur en termes de procédure applicable. La procédure applicable à un amendement constitutionnel, même si nous admettons qu'un amendement peut être porteur de profonds changements, mais la procédure applicable à un amendement n'est pas forcément celle applicable à une démarche tendant vers l'adoption d'une constitution nouvelle. Et c'est pourquoi, justement, le pouvoir exécutif devrait apporter certaines précisions sur ce que sera le vrai chantier. S'agit-il d'un amendement constitutionnel? S'agit-il d'une révision constitutionnelle qui suppose des changements beaucoup plus profonds dans un texte existant qui sert d'ailleurs de référent? Ou bien allons-nous vers une constitution nouvelle? Donc, le pouvoir exécutif doit préciser quel est le chantier. C'est extrêmement important parce que ça nous permettra au moins de cerner le travail à faire. La communauté haïtienne concernée par l'histoire saura ce que c'est le chantier et voilà. Deuxièmement, de toute évidence, la procédure tracée par la Constitution de 1987 pour son amendement n'est pas celle qui sera suivie et observée dans le cadre de cette réforme. Et à partir de ce moment, la question de la procédure alternative constitue une problématique à part qu'il importe de définir. C'est extrêmement important. Et donc, il faut vraiment dissiper ces deux ambiguïtés pour que l'on puisse vraiment avancer dans l'exécution du projet. Alors,
je fais ce rappel à titre liminaire, mais je ne vais pas permettre à ce que cela nous éloigne de notre préoccupation principale, qui est les enjeux que peut cacher la réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle, comme vous le savez, c'est un chantier qui cache des enjeux majeurs. Des enjeux majeurs. Parce que nous parlons du document aussi volumineux ou petit soit-il, qui organise dans toute société la vie politique. Donc c'est un chantier qui cache des enjeux majeurs. Des enjeux d'ordre politique, des enjeux d'ordre économique particulièrement. Au plan économique, allons-nous vers une libéralisation outrancière de l'économie à la faveur de la réforme constitutionnelle, ou bien allons-nous vers une économie relativement dirigée? L'État continuera-t-il de jouer un rôle marginal dans les orientations économiques, ou est-ce qu'il va se contenter de jouer un rôle de régulateur? Alors, rappelons qu'au moment où nous parlons, l'État haïtien ne joue ni l'un ni l'autre rôle, parce que justement, nous parlons d'un État effondré, failli pour certains, délinquant pour d'autres. Donc, un État effondré, donc incapable de jouer valablement son rôle dans la régulation des activités économiques. Cela dit, la réforme constitutionnelle devrait être porteuse d'un projet de refondation de l'État en amont pour qu'en aval, nous puissions adresser les chantiers économiques, que ce soit à l'échelle nationale avec les agents économiques nationaux, que ce soit avec les investisseurs étrangers. C'est sur le plan politique que les enjeux sont plus colossaux. Au point de vue politique, un malheureux constat s'impose. Notre démocratie est l'une des plus fragiles au monde. Nos institutions sont défaillantes dans le public comme dans le privé. Enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler une érosion de confiance dans les autorités publiques. Et donc, ce sont des problèmes qui nécessitent des solutions dont le fondement peut être jeté dans le cadre d'une réforme constitutionnelle.
Cela dit, nous devrions profiter du chantier constitutionnel pour jeter définitivement la base d'une démocratie opérationnelle, édifiée sur des institutions solides, pérennes, fortes et fonctionnelles. Autrement, nous courons le risque de semer par cette réforme les germes d'une nouvelle crise politique susceptible de nous éloigner davantage du développement économique. C'est donc un enjeu majeur. Ce à quoi nous n'avons pas droit du tout dans le cadre de cette réforme, c'est de produire une constitution sans solennité, sans valeur et surtout sans autorité, au mépris des principes d'inclusivité et de légitimité. C'est l'erreur à ne pas commettre, parce qu'une réforme constitutionnelle n'est pas engagée ni chaque semaine, ni chaque mois, ni chaque année. L'expression autorité d'une constitution n'est pas trop familière, mais ça révèle un sujet d'une très grande importance, l'autorité d'une constitution. Toute suspicion de fraude, de magouille, de complot, de manipulation, d'instrumentalisation de la question constitutionnelle à des fins politiciennes, fondées ou pas, est susceptible d'impacter négativement l'autorité de la Constitution. Et donc, vous comprenez rapidement que la transparence et la solennité sont les conditions d'une constitution ayant une certaine autorité, pour ne pas dire une autorité certaine. Alors, la question de savoir comment garantir de manière plus détaillée l'autorité d'une constitution sera débattue ultérieurement dans le cadre d'une présentation du genre, ou bien si vous voulez, vous pouvez toujours poser quelques questions en lien avec ce sous-thème pour que la lumière puisse être jaillie à la seconde partie de la conférence. Toujours au plan politique, la réforme constitutionnelle peut bouleverser soit profondément, soit de manière superficielle notre régime politique. Je rappelle qu'au moment où nous parlons, notre régime politique
est qualifié par ceux-là qui sont versés dans la science politique et le droit constitutionnel de régime mixte, parce que c'est un régime qui emprunte quelques éléments caractéristiques d'un régime présidentiel, quelques éléments caractéristiques d'un régime parlementaire. Qu'est-ce qui peut se passer avec la réforme constitutionnelle? Allons-nous maintenir ce régime dit mixte? Allons-nous vers un régime parlementaire pur comme celui de la France, de l'Angleterre particulièrement? Allons-nous vers un régime présidentiel comme celui des États-Unis? Les réponses viendront au terme de la réforme constitutionnelle. Alors, pour le moment, nous ne faisons que poser les questions qui mettent en exergue les enjeux que cache la réforme au plan politique. Enfin, qu'est-ce qui sera fait du bicamérisme haïtien? Qu'est-ce qui sera fait du bicamérisme haïtien? Le dernier projet de constitution dont le président Jovenel Moïse se faisait le promoteur avait créé un pouvoir législatif monocaméral, donc avec l'existence d'une seule chambre. Est-ce que cela a répondu à une préoccupation du moment? Est-ce que cela répond à un besoin de notre moment? Je ne sais pas. Autre chose, toujours au plan politique. La société haïtienne est confrontée à un problème majeur, mais jusqu'ici banalisé par les décideurs publics et certains observateurs de ce que l'on appelle société civile. De quoi parlons-nous? Nous parlons de l'instabilité politique. L'importance de la stabilité politique dans tout processus de développement économique est indéniable. Et personne, mais vraiment personne, ne va opposer à cette idée des arguments contraires. Nous pouvons adresser ce problème, nous pouvons régler ce problème, nous pouvons jeter le fondement de la stabilité politique, d'une stabilité politique plus ou moins pérenne dans le projet de constitution dont il est question. Et maintenant, la question est celle de savoir quelle est la formule, quel est le chemin, par quel bout doit-on commencer? Cela doit passer, à mon sens,
par l'organisation et le fonctionnement des partis politiques à cette fin, la réforme électorale et l'adoption de ce que j'appelle, dans mes propres mots, un projet national, expression de ce sur quoi la nation se met d'accord. Cela doit passer par l'organisation et le fonctionnement des partis politiques à cette fin, la réforme électorale et l'adoption de ce que j'appelle un projet national, expression de ce sur quoi la nation se met d'accord. Un projet national né d'un dialogue inter-haïtien, un projet national applicable sur 30 ans, liant donc au moins 6 quinquennats. Cela nous permettra de mettre un terme au tâtonnement qui caractérise l'action publique et politique des dernières décennies. Ça nous permettra de mettre un terme à ce tâtonnement. Et c'est le projet national qui nous permettra de mettre un terme, parce que c'est un projet qui liera les gouvernants qui auront à se succéder au pouvoir. Ce ne sera pas une tâche facile, parce que ça va à l'encontre du statu quo. C'est un inconnu que l'on ne maîtrise pas. Et donc, nous savons que l'homme est, comment dirais-je, hostile au changement, parce que le changement constitue généralement un inconnu qu'il ne maîtrise pas. Mais cela vaut la peine et aura donc valeur de sacrifice. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion. Demain sera trop tard. Nous devons en profiter pour institutionnaliser et encadrer l'opposition politique à cette fin en Haïti. Alors, après l'exposé des constats, des enjeux au plan économique et politique, je suggère en termes de grandes lignes un texte constitutionnel qui exprime un vrai projet de société, un projet révélateur d'une vraie planification de développement. Je parle de planification de développement. C'est ça, se planifie. L'improvisation et le développement ne font pas bon ménage. Ce projet prendra donc en compte les besoins structurels reliés au chantier suivant. Premièrement, la justice. La justice. La justice haïtienne telle qu'elle est devenue est un vrai sujet de préoccupation. La justice haïtienne telle qu'elle est devenue a du poids dans l'insécurité galopante qui enlève notre tranquillité. Parce que nous sommes arrivés à un stade où les citoyens préfèrent la justice privée à la justice institutionnalisée. Vous pouvez imaginer l'ampleur des règlements de compte dans une société comme la nôtre. La justice est plus que préoccupante.
La réforme constitutionnelle doit nous fournir une occasion, un prétexte pour réfléchir à la justice dans tous ses aspects. La nomination des juges, l'indépendance de la magistrature, la lutte contre la corruption dans la justice, la réforme du personnel judiciaire, entre autres. Deuxièmement, la question de la nationalité. Les débats autour de ce sujet ont été alimentés pendant un certain temps par une illusion qu'il faudra dissiper. Illusion selon laquelle la Constitution mettrait obstacle à l'intégration des Haïtiens ayant une nationalité étrangère, haïtiens entre guillemets. Ce n'est pas exact. La double nationalité haïtienne et étrangère n'a jamais été concevable sous l'empire de la Constitution de 1987. Et donc, ça n'a jamais existé. Car l'adoption d'une nationalité étrangère entraînait automatiquement la perte de la nationalité haïtienne. Donc, ce qui avait été perçu comme une addition était en réalité une soustraction. Par ailleurs, la multinationalité est gérable par les États forts et non par les États faillis. Retenez bien, si un État n'a pas les moyens nécessaires pour empêcher à un citoyen étranger de faire valoir sur son territoire sa nationalité étrangère, cet État ne peut pas gérer la multinationalité. C'est une question de souveraineté envers et contre tous. Si l'État n'est pas capable, comme c'est le cas d'Haïti, n'est pas capable d'empêcher à un citoyen jouissant d'une nationalité américaine, par exemple, de faire valoir sur le sol national sa nationalité américaine, cet État ne peut pas gérer la multinationalité. Et donc, nous devons nous comporter en dirigeants responsables, pas en dirigeants populistes, mais en dirigeants courageux et tirer la conclusion qu'il nous faut d'abord aller vers la refondation de l'État en amont et en aval vers la considération de la multinationalité. À ce sujet, je suggère une solution graduelle qui tient compte de la force ou bien de la faiblesse de l'État. Troisième chantier, troisième besoin structurel, la durée des mandats des élus. Certains plaident en faveur de l'uniformisation de la durée des mandats. Sur le plan économique, c'est une proposition idéale. Ça peut nous éviter des élections en série qui dépassent largement nos moyens ou bien nos ressources. Mais sur le plan purement démocratique, elle n'est pas aussi idéale que ça. Parce que cela ne permet pas de promouvoir et de réaliser des scrutins de mi-mandat pour permettre à la population d'exercer le contrôle politique plus fréquemment en mettant en œuvre la responsabilité politique de ces dirigeants élus. Dans notre cas, c'est le choix économique qu'il faut faire.
Je viens de vous dire que sur le plan économique, c'est une proposition idéale. Sur le plan économique, elle ne l'est pas véritablement. Mais dans notre cas, je ne sais pas pour demain, mais aujourd'hui, c'est le choix économique qu'il faut faire. Uniformiser les mandats. Quatrième besoin structurel, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance combine des impératifs comme la reddition de comptes, la transparence, la satisfaction des besoins de la population avec les ressources de l'État, la responsabilité politique et administrative, etc., etc. Or, la corruption constitue le plus grand crime contre le développement jamais commis sur le territoire national. Le plus grand crime contre le développement jamais commis en Haïti. La corruption détruit le climat de confiance nécessaire à la promotion de l'investissement parce que les investisseurs ont peur de tout, des autorités publiques, de la justice, etc. À ce sujet, on ne peut vraiment opposer un argument contraire. Tout projet de société visant le développement économique et social de ce pays doit réserver à la lutte contre la corruption une place prépondérante. Et la meilleure façon de traduire cette volonté dans la réforme constitutionnelle pourrait être l'érection de l'ULCC en institution indépendante dirigée par un directeur avec un mandat de 9 ans et qui ne joue plus le rôle de secrétaire exécutif d'un conseil d'administration. Cinquième besoin structurel, renforcement de la démocratie par une participation populaire renforcée. Winston Churchill a dit un jour, la démocratie est un très mauvais régime, mais il n'y a pas mieux. L'orientation politique de l'après-guerre froide et la démocratisation de la grande majorité des pays de l'ancienne URSS nous font comprendre que nous entrons presque de manière irréversible dans une ère démocratique imperturbable. La démocratie n'étant jamais définitivement acquise, elle est donc constamment à renforcer et à consolider. Aujourd'hui, l'un des panneaux indicateurs de la démocratie est la participation populaire. C'est ainsi que le référendum est devenu un mécanisme de participation populaire très prisé dans les grandes démocraties. Chez nous, il n'est pas facile d'un point de vue économique de recourir à la consultation populaire assez souvent, mais nous ne devons pas quand même laisser la porte fermée. Nous devons laisser une fenêtre ouverte sur ce mécanisme. Sixième besoin structurel important, l'instauration d'un État fort. À mon sens, un État fort n'est pas forcément un État dictatorial, encore moins un État autocratique. Au contraire, la force d'un État réside dans sa soumission absolue
au droit. Ainsi, les mécanismes d'un État fort sont dans l'État de droit et la bataille acharnée contre l'impunité des autorités publiques aussi bien que des institutions publiques. Il faut jeter les bases d'un système nouveau où des actions en justice intentées contre des institutions publiques, autant qu'elles sont recevables, ont la chance d'aboutir à des jugements qui sont exécutés comme cela se passe dans tout état de droit. Et enfin, le dernier besoin structurel, l'institutionnalisation de l'opposition politique. Je dis bien l'institutionnalisation de l'opposition politique en Haïti. L'institutionnalisation de l'opposition politique et la réforme électorale sont pour moi la condition de la stabilité politique nécessaire au processus de développement économique. Cette institutionnalisation passera par l'encadrement juridique de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques dans le cadre d'un régime soit parlementaire, soit présidentiel, soit mixte. Haïti est l'un des rares pays où chaque chef de parti, outre celui du parti au pouvoir, se considère comme chef de l'opposition politique. Haïti est l'un des rares pays où il est plus facile de voir le fond de la mer que d'identifier le chef de l'opposition politique. Dans cette condition, le chef de l'État haïtien, voulant résoudre un problème qui nécessite un dialogue politique avec l'opposition, ne sait presque toujours pas à qui s'adresser. Généralement, le consensus trouvé entre le chef de l'État et des chefs de parti est rejeté d'un revers de main par d'autres chefs de parti n'ayant pas pris part au dialogue. Et ce faisant, il jette sur le consensus trouvé un discrédit qui condamne le pays à faire marche arrière et à perdre son temps, l'élément le plus précieux à notre disposition. Alors, tout cela ne voudra rien dire en termes de grandes lignes d'une constitution, en termes de projet de société, en termes de planification de développement, si les mêmes causes de l'inapplication de la Constitution de 1987 persistent au lendemain de la réforme constitutionnelle. Quelles sont les causes de l'inapplication de la Constitution de 1987? Elles sont nombreuses, mais j'ai retenu pour vous la cause la plus fondamentale, qui est un déficit de loi d'application. Je rappelle que la Constitution de 1987, comme toute constitution, la Constitution qui sera rédigée aussi ne fera qu'indiquer les grandes lignes de l'action publique. Elle ne fera qu'indiquer les directives sans entrer dans les détails. Je rappelle aussi que la Constitution de 1987, aussi petit que soit ce document, elle renvoie au domaine de la loi 82 fois. La Constitution de 1987 renvoie
au domaine de la loi 82 fois. Cela dit, il fallait pour l'application pleine et entière de cette Constitution un agenda législatif adéquat, inscrit dans la perspective de mise en œuvre de cette Constitution. Et c'est justement l'absence flagrante des lois d'application adéquates qui a rendu inapplicables de nombreuses dispositions de la Constitution de 1987. Pour finir, je suggère la conservation des acquis constitutionnels en matière des droits de l'homme et de décentralisation particulièrement. Je vous dis merci d'avoir été suspendu à mes lèvres. Merci, Maître Franck Lauture, pour cette intervention. Merci pour tout ça. Donc, on a bien entendu que Franck Lauture, d'abord, nous a proposé l'environnement, le contexte qui permet d'élaborer une constitution. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il nous dit comment il voit le contenu. Il nous dit brièvement le contenu de cette constitution. Ce sont les grandes lignes, en tout cas ce qui ne doit pas manquer, en tout cas dans cette constitution. OK. Alors, je vais garder la parole plus longtemps. Je pense que vous avez dit une première, une deuxième et une troisième. Ensuite, Franck Lauture voudra bien répondre. Ensuite, nous prendrons, après ces réponses, nous prendrons encore une vague de 3. Donc, je vois que c'est Wilder Jean qui a levé la main, non? J'ai vu quelqu'un lever la main qui a des questions à poser. Vas-y, Wilder, tu as la main, tu as la parole. Merci, Dr. Fred. Je tiens à saluer tout le monde, à féliciter le conférencier Maître Franck Lauture, mon ami à moi, mon collègue. Et j'ai eu l'occasion de suivre avec intérêt les différents éléments soulevés par Maître Franck Lauture et qui devaient faire l'objet, si vous voulez, devraient faire l'objet du contenu constitutionnel. Alors, ma question fondamentale reste à savoir, Maître Franck, vous savez très bien que la participation joue un rôle déterminant dans la mise en place justement de cette constitution. Et en dehors de la participation, on est d'accord que cette constitution risque de connaître des obstacles en matière d'application, en matière de mise en œuvre. D'après vous, quel serait le mécanisme à mettre en place pour faciliter la participation et le droit à l'information, la participation de la population, de la société civile, et pour que cette constitution qu'on est appelé à avoir puisse obtenir, si vous voulez, ses véritables effets. Merci. Permettez-moi de répondre à chaque question parce que je ne suis pas en condition de noter les questions. Non. Allô? Je ne suis pas bien reçu. Il me semble qu'il y a un petit souci de connexion. Aïe, aïe, aïe. Docteur Fred, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Mais bien sûr, ça va de répondre maintenant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure,
Et je veux répondre à chaque question parce que je ne suis pas en condition de les noter. Bon, alors merci Maître Wilder pour la question. Je me rappelle avoir parlé de deux choses. Premièrement, du principe d'inclusivité et de légitimité. Et je crois aussi avoir parlé de ce à quoi nous n'avons pas droit. Disons, c'est de produire une constitution sans solennité, sans valeur et surtout sans autorité. Mais je mets beaucoup plus d'accent sur le principe d'inclusivité et de légitimité qui rappelle la question de participation dont vous avez parlé. La participation populaire, évidemment, elle est essentielle à la légitimité de la Constitution. Maintenant, quel mécanisme? C'est ça a à voir avec la façon dont la Constitution sera approuvée. Et ça sera adopté évidemment par une assemblée constituante. Est-ce que ça sera une assemblée constituante originaire ou dérivée? Évidemment, ce ne sera pas le Parlement. Est-ce qu'on pourra considérer ça comme une assemblée constituante originaire? Parce que généralement, on considère comme une assemblée constituante originaire l'assemblée qui rédige une constitution sans référence, sans référent. Et donc, je soulève l'interrogation et je laisse ça. Mais ce qui est important, c'est que la façon dont la Constitution doit être approuvée doit favoriser la participation populaire. Et donc, ça devrait être approuvé par un référendum qui favorisera une meilleure participation populaire et ça garantira du même coup sa légitimité. Et on pourra continuer, même après l'approbation de la Constitution, on pourra même envisager de mettre la Constitution à l'oral. Comment on met une Constitution à l'oral et quel est l'intérêt de cette démarche? Donc, on peut mettre à l'oral la Constitution en mettant sur support audio les articles qui sont destinés et qui sont accessibles à la population des recoins du pays. Et donc, ils peuvent certainement ne pas pouvoir lire les dispositions de la Constitution, mais ils peuvent entendre à la radio et savoir de quoi parle la Constitution dans tel ou tel article. Donc, la mise à l'oral de la Constitution peut se poursuivre même après la réforme, donc pour permettre à la population d'assimiler sa loi fondamentale. C'est dans l'intérêt de sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci Franck, merci pour la réponse. Là, je voulais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, ou faire une remarque, ou intervenir, ou faire un commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Il y a Luc. Bonsoir Luc, tu as la parole. Bonsoir Fred et bonsoir Maître Clôture. Merci pour la présentation et aussi l'échange. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre chantier aussi important que vous n'avez pas mentionné dans votre intervention? Et le chantier important, c'est l'organisation administrative de l'État pour mieux servir la population. Nous ne sommes pas sans savoir que la Constitution de 1987 a donné une organisation de l'État entre l'État central et les collectivités territoriales. Au niveau des collectivités territoriales, on a créé plusieurs entités, comme par exemple la commune est indépendante, le département, la commune est autonome, excusez-moi, pas indépendante, est autonome, le département est autonome, la section communale est autonome. En soi,
arriver à matérialiser cette forme de gouvernance depuis 1987 à nos jours, c'est pas facile. Maintenant, si on va revisiter ou bien même changer la Constitution, est-ce qu'il ne faudrait pas aborder ce problème, analyser ce qui pourra marcher et ce qui ne pourra pas marcher, afin d'avoir une constitution, une loi mère qui donne les règles, comment mieux organiser l'État et pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Merci. Merci. Attends, je vais te passer la parole, Franck. Guy James, tu vas attendre, parce que l'intervenant veut intervenir immédiatement à chaque question. Merci, Luc, pour ces questions essentielles qui touchent à la décentralisation, qui est un point clé d'une constitution normale, hein, qui est un point essentiel, l'articulation entre les différents échelons, hein, des institutions autonomes, des niveaux territoriaux, autonomes, hein, la section communale, commune, département, État, et comment ça s'articule. Mais, comme toi-même tu l'as dit, Luc, et Franck va nous éclairer là-dessus, je pense qu'il y a l'essentiel qui est du niveau de la loi. Si je ne suis pas juriste, mais je crois comprendre que ça, c'est au niveau de la loi. Franck, peux-tu nous éclairer? Merci, cher collègue Alexis, pour votre intervention. Alors, il existe déjà une organisation administrative de l'État articulée autour de la déconcentration et de la décentralisation. Et donc, cela ne constitue pas un vide à combler. Donc, à ce niveau, on ne peut que souhaiter que la décentralisation atterrisse. On ne peut que souhaiter que l'État continue davantage, continue de déconcentrer ses compétences et ses pouvoirs. On ne peut que souhaiter que la décentralisation se concrétise comme la base est jetée dans la Constitution de 1987 de manière d'ailleurs très, très, très intéressante. Et c'est pourquoi justement que je suggère à la fin que concernant les acquis constitutionnels, je suggère la conservation des acquis en rapport avec les droits de l'homme et de la décentralisation, parce que j'estime que la Constitution de 1987 a fait un travail à jeter adéquatement la base de la décentralisation, et c'est extrêmement intéressant la façon dont les constituants de 1987 ont conçu la décentralisation. Et avec les amendements obtenus le 9 mai 2011, on a eu encore des ajouts dans le texte constitutionnel existant qui viennent renforcer la décentralisation, notamment l'article 234-1 ajouté à la faveur des amendements qui dispose que l'administration publique nationale est constituée de l'administration d'État d'une part et de l'administration des collectivités territoriales d'autre part. Donc, ce faisant, les constituants ont opéré une distinction nette et claire entre l'administration de l'État et l'administration des collectivités territoriales. Et il y a un cadre juridique à la base de cet édifice que constitue la décentralisation, un cadre juridique assez intéressant, avec notamment la loi du 8 juin 1996 créant le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, la loi du 20 août 1996 créant
les contributions à ce fonds. Il existe le paquet de décrets de 2006, environ du 1er février 2006, environ 5, dont 3 décrets portant organisation respective des sections communales. Et donc, à ce sujet, nous ne pouvons que souhaiter un renforcement du cadre juridique de la décentralisation. Nous ne pouvons que souhaiter que l'État continue de déconcentrer ses pouvoirs et compétences, mais cela ne constitue pas véritablement un vide parce qu'il existe déjà une organisation administrative articulée autour de la déconcentration des pouvoirs et compétences et de la décentralisation des pouvoirs et compétences. Alors, d'une ou deux précisions, celui que tu as à la main. Oui, merci. Oui, merci, Fred. Généralement, quand on regarde un texte de loi, c'est pas seulement il faudrait regarder l'aspect juridique de la chose, mais il faut regarder, parce que c'est un texte de loi aussi important pour le pays. Il faudrait voir est-ce que c'est une loi mère qui promouvoir le développement du pays, tel que la loi a été élaborée, et il faudrait regarder aussi l'application. Oui, effectivement, dans la Constitution, il y a provision pour la déconcentration de l'État en matière de délégation de services publics, mais là encore jusqu'à présent, et si on regarde dans la pratique, c'est pas encore fait. Et deuxièmement, si on regarde aussi ne jamais laisser un étudiant sans réponse plus d'une journée. Visiblement, cet étudiant est resté 15 jours. Fred, ton micro est ouvert. Fred, ton micro est ouvert. Et deuxièmement, si vous regardez aussi, effectivement, il y a des provisions constitutionnelles pour la décentralisation, mais ce n'est pas une décentralisation bien coordonnée. Et avec cette décentralisation, on peut effectivement donner des services de proximité. Et il y a vraiment là pour la décentralisation, le mot utilisé, c'est la question de transfert de compétences. Il y a des transferts de compétences. Alors, je parle de délégation pour la déconcentration et transfert de compétences pour la décentralisation. Et aujourd'hui, Maître Lotir, allez regarder la loi de 1982. Il y a toute une cassure de cette loi qui pourrait effectivement promouvoir le développement du pays par rapport à la Constitution de 1987. Comment aujourd'hui vous avez un découpage territorial, vous avez le Grand Nord, vous avez le Grand Sud, et vous n'avez pas un outil légal pour pouvoir combiner les différents départements pour faire le développement. Regardez qu'est-ce qu'on a fait au Cap-Haïtien. Il y a un aéroport international qu'on devrait placer et qu'on devrait implanter dans le Grand Nord. Et qu'est-ce qu'on a fait? Par le fait qu'il n'y a pas une vision globale de développement, et on a mis ça dans le cœur de la ville du Cap-Haïtien. Et s'il y avait une vision de développement, même si cette constitution à travers cette constitution-là, on parle de développement. Et quand on regarde le développement, c'est à travers chaque département, même si on parle de conseil interdépartemental. Mais ça ne permet pas d'arriver au développement du pays. Pour moi-même, ça c'est un grand problème du pays. Si maintenant, la façon dans l'État a construit la décentralisation du pays, et puis on va vers une autre constitution avec ce même schéma, n'oubliez pas aujourd'hui, on a perdu un siècle et une génération de développement de 1986 à 2004 aujourd'hui. Regardez le temps.
La Constitution paraît inapplicable dans certains points, la question de décentralisation. Maintenant, si on a une autre Constitution, on retient ce même schéma, eh bien, on va arriver vers les années 2050 avec les mêmes labyrinthes. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci, Luc. Avant de passer la parole à Guy James, est-ce que, Franck, tu avais une précision à apporter ou je passe la parole à Guy James? Je voudrais justement rappeler je voudrais justement rappeler brièvement ce que j'ai déjà dit. La question de la décentralisation ne constitue pas un vide à combler. Il existe déjà une organisation administrative. Nous ne disons pas, nous n'avons pas dit que c'est parfait, que les compétences transférées sont suffisamment assumées, que les compétences transférées ont été accompagnées de moyens. Nous n'avons pas dit ça. Mais nous avons dit le cadre juridique est là, la Constitution comme premier texte de référence est là, le cadre législatif est là. Nous avons dit, à ce sujet, nous ne pouvons souhaiter que la conservation de ces acquis, donc le déficit d'atterrissage de la décentralisation n'est pas imputable à la Constitution, encore moins aux lois de la République. Nous parlons de compétences transférées, mais est-ce que ces compétences sont assumées à l'échelle locale? Oui, les compétences sont transférées. Les compétences sont transférées, mais est-ce qu'elles sont assumées convenablement à l'échelle locale? Et c'est là la grande question. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Franck. Il y a Guy James qui attend depuis un moment. Je lui passe la parole immédiatement. On t'entend très mal, Guy. Merci. Guy, la réception n'est pas bonne. Arrange ton micro. Ok, c'est bon là maintenant? Non, pas encore. Le micro pose problème. Peut-être un petit souci de connexion. Ou de micro. Et c'est là encore pour moi. Ça passe mal. On ferait mieux d'aller vers un autre et on revient après à alors, Guy James, comme si ton micro ne fonctionne pas, pose la question dans le chat. Pose ta question dans le chat et puis je vais lire ou Maître Lotio va lire directement, d'accord? Ok. Notre temps, Esdra, pendant que Guy tape son texte, Esdra, tu as la parole. Merci, monsieur. Merci, Fred. Merci et à Maître Franck Lotio qui se met disponible cet après-midi pour nous élucider par rapport avec ce chantier qui est la réforme constitutionnelle en Haïti. Et par rapport avec les enjeux qu'ils viennent de énumérer, et en fait faire un diagnostic par rapport aux différents problèmes que par les partis politiques qui ne fonctionnent pas vraiment comme une institution responsable, que certainement par les autorités qui soient en place ou bien qui est en place. Et maintenant, il y a, par exemple, M. Franck Lotio a parlé de le bicaméralisme, je crois. Maintenant, oui, certainement, bicaméralisme. Merci beaucoup. Et maintenant, on avait constaté, par exemple, pendant plusieurs législatures, et c'est comme quoi on toujours fait, on a tendance à faire comprendre que le Parlement, on a tendance à faire comprendre que le Parlement pose toujours des problèmes
par rapport aux décisions de l'exécutif. Et l'exécutif se fait toujours passer pour les enfants de mon Dieu par rapport aux éventuelles et oppositions et par rapport au groupe opposant du Parlement. Maintenant, est-ce que dans la réforme constitutionnelle qu'on annonce, est-ce qu'on ne pourra pas trouver une meilleure formule afin que chacun de ces pouvoirs joue leur rôle sans considérer que l'un d'entre eux est l'enfant de Dieu et l'autre est l'enfant du diable. Parce que c'est ce qu'on prétend parfois par rapport aux différentes idées qui se partagent soit par un groupe de parlementaires, puis l'exécutif a montré que c'est le Parlement qui est le blocage par rapport avec certaines influences et que ces parlementaires jouent à travers des décisions de l'exécutif. Monsieur Lotti, vous avez ma question. Oui, et vous mettez en évidence. Oui, Maître Esdras, j'ai bien reçu, j'ai bien entendu votre question, Maître Esdras. Et une question qui met en évidence la perception du Parlement et pas forcément la réalité du Parlement. Une question qui met en évidence les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que concernant la perception de l'opposition d'Haïti, c'est un problème faux. Et on ne peut pas concevoir un pouvoir sans opposition. D'ailleurs, c'est le pouvoir qui détermine l'opposition. On ne peut pas concevoir un pouvoir sans opposition, à moins qu'il s'agisse d'un pouvoir totalitaire. Donc, on est dans une démocratie où la contradiction est une richesse. On ne peut pas concevoir un pouvoir sans opposition. Donc au contraire, c'est le pouvoir qui détermine l'opposition. Et d'ailleurs, la force de l'opposition réside dans la faiblesse du pouvoir. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime qu'il existe face à un pouvoir un groupe de personnes qui, même s'ils s'entendent sur quelque chose, mais qui ne voient pas toutes les choses de la même manière. C'est rien que ça. Vulgaire, ferme ton micro. Et donc, on ne peut pas, dans une constitution, mettre des balises qui empêchent l'existence d'une opposition politique institutionnalisée ou pas. Donc, l'opposition politique, c'est tout à fait compréhensible dans une démocratie. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir qui détermine l'opposition, au point qu'on ne peut même pas concevoir une opposition sans pouvoir. Ce serait absurde. Et donc, c'est un problème faux. Et nous parlons de relations entre pouvoir exécutif et législatif. Ça participe ça répond à un besoin exprimé par le check and balance et le besoin d'équilibre entre les pouvoirs, le besoin de contrebalancer les compétences de l'un des pouvoirs. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on entreprend d'abattre un pouvoir au profit d'un autre, on risque de créer un monstre, un pouvoir monstre avec des pouvoirs absolus qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas contrebalancés, qui ne sont pas équilibrés, etc., etc. Donc, on va tomber dans la merde. Donc, il faut éviter ce discours facile et faisant passer un pouvoir pour un démon et un autre pour un ange. Et donc, il faut adresser les questions avec science
avec sens de responsabilité et surtout avec objectivité. Donc, c'est mon point de vue par rapport à tout cela. Ok. Alors, Marie, donne-moi une minute. Je veux revenir sur une question qui me tracasse depuis tout à l'heure. En fait, deux remarques, Franck. La première, qu'est-ce que tu entends quand tu dis que il faudrait que les mandats soient harmonisés? Je n'ai pas très bien compris, je ne vois pas en quoi la Constitution intervient, mais enfin, tu vas m'expliquer. Puis la deuxième chose, je voulais revenir sur l'échange qu'il y a eu entre toi et Luc. J'avais l'impression qu'au niveau territorial, la décentralisation, les responsabilités, les compétences sont assumées, mais que c'est au niveau de l'État où on ne donne pas les moyens pour assumer les compétences territoriales. Enfin, peut-être que j'ai mal compris tout ça, hein, mais j'avais l'impression que c'était ça qui empêchait la décentralisation de se réaliser. Voilà. C'était ça mes deux remarques. Et concernant la première remarque, je parlais de l'uniformisation de la durée des mandats. Des mandats uniformisés. Des mandats de même durée. Pas de même contenu, mais de même durée. Et par exemple, avoir des élus au pouvoir législatif et exécutif, par la présidence par exemple, avec un mandat tous de 5 ans par exemple, tous de 6 ans par exemple, tous de 4 ans par exemple. L'uniformisation... Alors c'est là ma précision. Quand tu dis tous de 6 ans par exemple, est-ce que ça veut dire que tous les 6 ans, tout le monde retourne aux urnes? Voilà. Donc c'est pour... Alors ça répond à une préoccupation. Ça répond à une préoccupation. L'État ne peut pas rester sans continuité de service. Voilà. C'est une proposition qui répond à un besoin, qui répond à une préoccupation de la société. Cette histoire d'avoir à réaliser des élections chaque 2 ans. On estime que ça pose des problèmes. On estime que le pays n'a pas les épaules assez solides pour réaliser des élections chaque 2 ans. Et c'est à partir de ce moment qu'est venue la proposition d'uniformiser les mandats. Donc je dis qu'au plan économique... Est-ce que ça veut dire que le pays n'est pas dirigé pendant que tout le monde est aux urnes? C'est pas possible. Ça veut dire que moi j'aurais plus parlé de respect de la durée des mandats, mais non pas d'harmonisation, ou même si c'est harmonisé, il n'y a aucune raison que tout le monde aille aux urnes en même temps. Bon, en tout cas, c'est un débat. C'est un débat et j'ai pris le soin de prendre ça en compte, d'en parler, de dire au plan économique, ça peut paraître idéal comme proposition, mais au plan purement démocratique, ce n'est pas une proposition idéale. C'est ce que je disais. Maintenant, la deuxième remarque concerne les compétences qui sont transférées. Le problème se pose à 2 niveaux. Ouais. Premièrement, les compétences transférées ne sont pas suffisamment assumées. Deuxièmement, concernant les moyens, je ne vais pas dire que le pouvoir central met à la disposition des pouvoirs locaux tous les moyens dont ils ont besoin, mais le pouvoir central met quand même à leur disposition des moyens, notamment la personnalité morale qui est juridique, c'est un moyen. L'autonomie administrative, c'est un moyen. L'autonomie financière est un moyen. Les compétences normatives qui habilitent les collectivités locales à émettre des normes, c'est un moyen. Les compétences administratives qui les habilitent à administrer, c'est un moyen. Maintenant,
À cela, nous pouvons ajouter la fiscalité locale. C'est encore un outil entre les mains des collectivités. Donc, elles ont des moyens. Moi, je pense que les compétences qui sont transférées par l'État ne sont pas suffisamment assumées au niveau local. C'est mon point de vue. Évidemment, l'État a des moyens encore et encore à mettre à la disposition des collectivités pour leur permettre de donner des résultats, notamment des services publics de qualité à la population locale, mais des moyens ont été mis à leur disposition. OK. Alors, je vais passer la parole à Marie qui a levé la main depuis un moment. Marie, tu as la main. Merci, Dr. Fred. Je suis très reconnaissante envers Maître Clôture pour son partage de connaissances. C'est un commentaire, puis j'ai une question. La réforme constitutionnelle est un processus complexe qui vise à adapter la Constitution aux évolutions de la société, à renforcer l'état de droit et à rapprocher les élus des citoyens. Dans ce cas, des points clés sont à considérer. Premièrement, il y a l'indépendance du parquet. L'un des aspects importants de cette réforme est l'instauration de l'indépendance du parquet. Cela signifie que le parquet, entre parenthèses, qui représente l'accusation dans les procédures pénales, ne sera plus sous la tutelle directe du pouvoir exécutif. Cette mesure vise à garantir une justice plus impartiale et à renforcer l'état de droit. Il y a également, et la réforme propose également la suppression de la Cour de justice, ce qui permettra de soumettre les ministres aux tribunaux de droit commun. Ainsi, les membres du gouvernement seront jugés comme tout citoyen sans privilège particulier. Cela renforcera la responsabilité individuelle et des élus. Il y a un autre volet où je veux parler de la perspective d'une réforme constitutionnelle. Cela suscite inévitablement un vif débat au sein de toute société. Par exemple, en Haïti, où les enjeux de stabilité politique et de cohésion sociale sont particulièrement aigus, cette réforme présente comme un tournant décisif. Et cependant, l'histoire nous enseigne que les réformes constitutionnelles ne sont pas sans risque, comme vous venez de dire, et que leurs effets peuvent être complexes et parfois imprévisibles. Tout d'abord, une réforme constitutionnelle réussie repose sur un large consensus politique et social. Un processus inclusif, comme vous avez parlé de ça, implique l'ensemble des acteurs de la société civile et c'est essentiel pour garantir l'adhésion de tous. Et les modifications qu'on va apporter à la Constitution doivent être perçues comme répondant aux aspirations profondes de la population. On n'est pas sans savoir une réforme trop ambitieuse ou mal préparée risque de susciter des tensions et des divisions. De ce fait, ma question c'est quel sera l'impact de cette réforme sur la stabilité politique du pays et la réforme contribuera-t-elle à renforcer le contrat social entre l'État et ses citoyens? Merci, collègue Marie-Mide, pour la question, mais j'avoue que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que la réforme n'est pas encore réalisée et je ne sais rien de son contenu. Donc, quel sera l'impact de la réforme sur la vie politique? Je ne peux pas répondre. Mais je voudrais réagir à une partie de votre commentaire quand vous parlez de l'indépendance des parquets. Je voudrais vous redonner la parole pour avoir une idée de ce que vous pensez du mécanisme et pouvant permettre de garantir, de favoriser cette indépendance. Vous en avez une idée? Le mécanisme, comment garantir cette indépendance, l'indépendance des parquets, comment, selon vous? Je vous écoute. Pardon? Je vous écoute.
Ah, c'était un commentaire, c'était pas une question. Bon, si vous voulez transformer en question, et pas de souci. Et oui, l'indépendance des parquets s'impose comme une nécessité. Mais pas seulement l'indépendance des parquets, l'indépendance de la justice tout court. Et certaines fois, on pense que le mécanisme par lequel on affranchira les parquets de l'influence du pouvoir exécutif est en fait un changement au niveau de l'appellation des officiers de parquet, passant de commissaire du gouvernement à procureur. Bon, je dis toujours que ça, c'est une blague. Donc, le changement de l'appellation ne peut pas contribuer à régler la question. Donc, si on prend des procureurs de la République, on les place dans les mêmes conditions de travail, dans les mêmes contextes, dans la même réalité de l'impunité que les commissaires du gouvernement, mais ils vont donner les mêmes résultats. Donc, opérer un changement au niveau de l'appellation, ça ne sera pas suffisant pour obtenir les résultats escomptés. Donc, pour moi, le mécanisme, c'est de trouver une formule qui garantit à ces parquetiers un mandat. Quand je dis avoir un mandat, c'est-à-dire être nommé pour un temps déterminé avec un point de départ, un point d'aboutissement. Et puis, il faut trouver une formule pour garantir aux parquetiers une certaine immunité qui peut avoir pour effet de leur permettre de travailler en toute quiétude. En toute quiétude. Et enfin, il faut ne pas instrumentaliser la nomination à des fins politiques. Et pour cela, il faut utiliser l'intégration sur concours comme seul moyen d'intégrer la magistrature debout. Donc, c'est pour moi le mécanisme qu'il faudrait pour garantir un minimum de dépendance aux parquetiers. Ok, merci Franck. Je vais te lire les remarques et questions de Guy James, qui ne pouvait pas s'exprimer à cause de la mauvaise qualité de sa connexion peut-être. Alors, Guy James François, il y a un travail administratif inachevé avec les modifications qu'a connues la Constitution, qui laisse la voie ouverte à des instabilités récurrentes. À ceci, je fais référence aux amendements touchant la composition du Conseil électoral, où ces articles servent de référence. Et ces articles servent de référence encore aujourd'hui pour la réalisation d'élections éventuelles. N'y a-t-il pas lieu d'exiger une codification administrative de la Constitution afin de la dépouiller de ces articles désuets? Comment procéder pour aboutir à cette fin? Bon, et je ne... Il n'a pas fini, c'est pas fini. Je te donne tout. Vous avez parlé de uniformation de mandat. Comment voyez-vous la question d'alternance politique et la question de crise de gouvernance? Voilà, c'était les trois questions de Guy James. Bon, il y a une expression dont le sens et le contenu m'échappent, codification administrative, et pour débarrasser la Constitution de dispositions désuètes. Et l'amendement, c'est la réponse
à la désuétude. Parce que l'amendement, c'est pour ajuster la Constitution, c'est pour l'adapter avec les nouvelles réalités et donc c'est pour sortir de la désuétude. L'amendement, la révision, la réforme, etc., c'est pour adapter la Constitution avec les nouvelles réalités. Donc, et une Constitution n'est pas une œuvre éternelle et immuable. Donc, d'ailleurs, elle répond aux besoins de son temps. Donc, si le temps change, si le temps change, bien évidemment, ça crée les conditions, les nécessités d'amender la Constitution. Et rappelez-vous bien que depuis un certain temps, nous parlons de changement de système, même si le terme n'est pas suffisamment bien cerné. Donc, une ambiguïté persiste quant à son sens, mais quand même, nous parlons de changement de système, d'un système politique. Et que l'on veuille ou non, ce que nous avons comme système politique, c'est la Constitution qui sert de fondement à ce système. Et donc, si on veut aller vers un autre système, on ne peut pas faire ça avec la même Constitution. Et on ne peut pas faire ça avec la même Constitution. Et puis, pour la deuxième remarque, est-ce que vous pouvez revenir sur ça pour moi, Fred, parce que ça m'échappe? Oui. Qui parle de l'uniformisation de la... Voilà. L'uniformisation de la durée des mandats, comment je vois la question d'alternance politique, c'est ça? Docteur Fred? Voilà. Alors, je rappelle bien qu'il s'agit des mandats uniformisés quant à leur durée. Des mandats uniformisés quant à leur durée. Question d'éviter que le pays ait à réaliser des élections budgétivores chaque 2-3 ans. Alors, c'est à ce besoin, c'est à cette préoccupation que répond le débat sur l'uniformisation de la durée des mandats. Ceci n'empêche pas cela. L'uniformisation de la durée des mandats ne met pas obstacle, ne met pas empêchement à l'alternance des partis au pouvoir. Non. L'uniformisation de la durée des mandats ne met pas obstacle à l'alternance des partis au pouvoir. Concernant les derniers amendements obtenus en 2011, ce qui constitue la faiblesse des amendements, ce ne sont pas les modifications elles-mêmes, mais c'est l'absence de transparence qui impacte négativement l'autorité des amendements. Et c'est de cela que je parlais tout à l'heure. Donc, un processus de réforme constitutionnelle, c'est un processus excessivement sensible qu'il faut construire sur une base transparente. C'est sensible parce que ça cache des enjeux politiques majeurs en termes d'éligibilité, en termes de contrôle du pouvoir, etc. Donc, la transparence, c'est ce qui a manqué terriblement aux amendements de 2011 et c'est ce qui constitue la source du problème entourant les amendements de 2011, mais ce ne sont pas les modifications elles-mêmes. Tout ce qu'on peut dire des modifications, c'est qu'elles n'ont pas touché à tous les problèmes. Elles ont laissé certains problèmes sans solution, mais les modifications ont été quand même pertinentes, notamment celles concernant la décentralisation et le pouvoir judiciaire et particulièrement. Alors, et la gestion de crise de gouvernance.
La gestion de crise de gouvernance dans tous les États démocratiques est assurée par les institutions. Institutions comme la Cour des comptes, institutions, je parle de la gouvernance administrative, des institutions comme le Parlement, des institutions comme la Cour constitutionnelle ou bien le Conseil constitutionnel, etc., etc. Mais étant donné que chez nous, nous avons une crise avant tout de nature institutionnelle, et donc nous avons beaucoup plus de problèmes que tous les autres pays. Donc, au moins, ils ont des institutions qui fonctionnent. Nous autres, nous n'avons pas d'institutions qui fonctionnent du tout. Et donc, c'est le pays qui, comme le pays s'identifie aux institutions, donc la façon dont les institutions sont, c'est comme ça que le pays est. Et c'est pourquoi, justement, nous avons ce qui est à nos yeux comme pays. OK. Et Guy James ajoutait, aujourd'hui, on parle encore d'article 289. Qu'en dites-vous? Existe-t-il un article 289 dans la Constitution? On en parle, évidemment, on en parle. Mais retenez bien qu'à chaque fois qu'on fait référence à l'article 289, c'est pour monter un CEP qui apparaît plus inclusif. C'est comme si on voulait sortir du cadre constitutionnel existant pour renouer avec une disposition ancienne dans l'intérêt de CEP qui apparaît beaucoup plus inclusif. Donc, c'est un vilain procédé, c'est un vilain défaut que nous avons de ne faire aucun cas des dispositions existantes pour aller vers des dispositions qui ne sont plus en vigueur. Donc, on en parle évidemment, mais ça dénote pas une normalité quand même. Et donc, nous autres, nous parlons de tout ce qui est normal. Nous ne sommes pas en train de... notre intention, ce n'est pas d'entériner les bêtises. OK. Merci, Maître Lauture. Alors, est-ce qu'il y a un autre intervenant? Guy James, ne te lâche pas. Hein? Guy James te dit, était-ce pourquoi j'ai parlé de codification administrative? Tu vois, quand il parle de la codification administrative, c'est en lien avec ce que tu viens de dire. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques que vous voudrez bien poser à Franck? Franck, je reviens sur mon affaire de durée de mandat. Et on peut très bien fixer une durée de mandat, mais il y a toujours des dissolutions, par exemple, de l'Assemblée nationale. Eh ben, même si tu mets une harmonisation dans la durée du mandat, un jour, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, eh ben, ça sera toujours de 6 ans comme tous les autres, mais ça sera en décalage. Donc, tu ne peux pas faire fonctionner une république en disant que tous les 6 ans, tout le monde va aux urnes. Non, tu ne peux pas. Donc, il y a forcément un moment donné... Alors non, écoutez, Docteur Fred, écoute, ceci n'empêche pas cela. C'est-à-dire, parler des mandats uniformes, c'est peut-être la règle, mais qui admet certaines exceptions. Donc, ceci n'empêche pas cela. Dire que quelqu'un a un mandat de 5 ans, mais s'il tombe sous le coup d'une décision judiciaire qui le déchoit de son poste, mais bon, il ne va plus pouvoir aller jusqu'au terme de son mandat. Tu vois, donc c'est ça. Ceci n'empêche pas cela. Y compris si il y avait une dissolution, quelque chose de ce genre. Oui, bien sûr, bien sûr. Ceci n'empêche pas cela. Alors, Luc, tu veux poser une question? Marie, mais
Tu as les mains levées. Tu avais déjà posé ta question, Marimite. Oui, elle l'a déjà fait. C'est peut-être mieux, mais par exemple, au début, lorsque Maître Lotude présente le contexte, il a abordé le terme homosexualité. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ça par exemple, dans l'amendement de la Constitution? Alors oui. Franck, tu vas répondre vite. Après, je passe la parole à Luc. Et tu vas répondre à Luc. Et après, on va vers la fin. Il nous reste 9 minutes. Bon. Et Marimite, merci pour la question. Mais écoutez, n'essayez pas d'isoler le terme homosexualité du contexte. Nous avons parlé du contexte dans lequel nous réfléchissons à la question constitutionnelle, un contexte marqué notamment par une certaine volonté de l'Occident de répandre sa culture, sa manière de faire, sa civilisation en Haïti comme dans d'autres pays. Et généralement, on passe soit par le canal d'une réforme constitutionnelle, et soit par le canal d'une réforme pénale ou civile pour faire passer ces gens en fait, pour laisser un petit peu de champ libre à cette démarche. Bon, alors je dis, c'est dans ce contexte que nous sommes en train de réfléchir à la question constitutionnelle. Et donc, la Constitution ne devrait pas être un instrument, ce devrait être un instrument de rempart. Ça ne devrait pas être un outil qui nous permet qui permet à l'étranger en fait, qui favorise une invasion culturelle, si je peux dire ça comme ça. Et donc, nous devons penser à ces choses-là en rédigeant la Constitution, parce que c'est notre culture qui nous identifie. Si nous embrassons la culture étrangère et laissons tomber la nôtre, nous ne sommes plus nous-mêmes et nous tombons dans ce que Dr. Jean-Paul Mars appelle un bovarisme culturel. Nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Nous devons nous battre pour rester nous-mêmes, et notamment en préservant notre culture contre les interférences culturelles et étrangères. C'est de cela que je voulais parler. Merci, Franck. Alors, Luc, pose ta question. Oui, je voudrais dire un petit mot sur la durée des mandats. Et suivant l'expérience passée en Haïti, alors, quand on parle de la réalisation des élections, il y a deux problèmes. Il y a par exemple le coût des élections. Les élections ont des coûts et c'est vraiment des poids élevés. Donc, comme un petit pays avec pauvreté extrême, vous organisez élections chaque 2 ans, chaque 4 ans, chaque 6 ans. Donc là, c'est mieux d'être réaliste dans la réalisation des élections et pour au moins limiter les dépenses. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, pour nous autres Haïtiens, jusqu'à maintenant, la gestion du temps, c'est ce qu'on entend par le timing. C'est pas notre point fort. Et fixer des échéances chaque 2 ans, chaque 4 ans, chaque 6 ans. Donc, c'est pas certain, effectivement, à l'échéance qu'on va organiser les élections. Et on vient de faire l'expérience depuis 1986 à nos jours. Et voilà pourquoi moi-même, je suis parti de cette idée. Eh bien, on fixe un mandat, on harmonise les mandats et les mandats des autorités politiques, et ça pourrait non seulement soulager les finances publiques et en même temps plus ou moins
aider, et surtout dans le timing qui n'est pas notre point fort en Haïti. Voilà ce point que je voudrais faire. Je vous en remercie. Ok, Franck. Franck? Ben, on met un terme. Quoi? On met un terme. Oui, attends, je te lis un dernier propos de Guy James. Vous parliez de régime parlementaire, celui de la France et celui d'Haïti, tantôt semi-parlementaire et semi-présidentiel. Quelle est la nature du régime politique en Haïti? Première chose. Deuxième question, qu'est-ce qui leur rend différent de celui de la France en parlant de régime politique et non les rapports existants entre exécutif et législatif? Deuxième question. Voilà. Dès qu'on parle de régime politique, ça met en évidence les rapports que l'exécutif entretient avec le législatif. Et quel régime politique avons-nous en Haïti? Je l'avais dit, nous avons un régime qui emprunte certains éléments caractéristiques d'un régime parlementaire, certains éléments caractéristiques d'un régime présidentiel. C'est ce qui amène certains à dire que nous avons un régime mixte. Et quelle autre question avait-il posé, s'il vous plaît? Notre question est dit, qu'est-ce qui leur rend différent de celui de la France en parlant de régime politique et non les rapports existants entre exécutif et législatif? Tu as 2 minutes. Ce qui rend le régime politique haïtien différent de celui de la France, c'est que en France, c'est un régime parlementaire, on pourrait dire, parfait, pur, caractérisé avec des éléments caractéristiques comme, par exemple, le Premier ministre incarne le gouvernement, le Premier ministre est responsable devant le Parlement, ce qui suppose que le Parlement peut renvoyer le Premier ministre, et ce qui suppose aussi que le Premier ministre, c'est le gouvernement, c'est l'expression de la confiance parlementaire, etc. Et dans un régime parlementaire aussi, le pouvoir exécutif, le président de la République peut dissoudre le Parlement. C'est le cas, par exemple, en France. Tandis qu'en Haïti, le gouvernement est responsable devant le Parlement haïtien, tandis que dans l'état actuel de notre législation, le président de la République d'Haïti ne peut pas dissoudre le Parlement. Et c'est là que réside la différence entre le régime politique de la France et de celui d'Haïti. En France, c'est beaucoup plus parfait, c'est beaucoup plus pur. Le régime politique français réunit toutes les caractéristiques d'un régime parlementaire, tandis qu'en Haïti, nous empruntons un élément caractéristique d'un régime présidentiel. Selon cet élément, le président ne peut pas dissoudre le Parlement et donc il y a une séparation de pouvoir beaucoup plus rigide. Et c'est comme par exemple aux États-Unis. Donc, nous empruntons quelques éléments d'un régime présidentiel, comme par exemple, le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Nous empruntons quelques éléments d'un régime parlementaire, comme par exemple, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Bien, le gouvernement est l'expression de la confiance parlementaire. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons un régime mixte, et c'est exactement ce qui distingue notre régime du régime français qui est parlementaire pur. Ok. Eh bien, Franck, il y a Guy James, mais tu n'es pas obligé de répondre parce qu'on va terminer, qui écrit « L'évaluation électorale est un impératif à l'alternance politique et empêche de cohabiter avec la mauvaise gouvernance. Pourquoi l'économie de ne pas organiser les élections de mi-mandat au profit d'une pensée d'économie
et de dépenses d'argent. Pourquoi l'économie de ne pas organiser les élections de mi-mandat au profit d'une pensée d'économie et de dépenses d'argent? Voilà, c'était Voilà, la dernière remarque. Et moi, je pense que quand on dirige avec des décisions. C'est-à-dire un dirigeant, c'est quelqu'un qui est condamné à prendre toujours des décisions. Donc, s'il fallait prendre des décisions aujourd'hui, s'il fallait choisir, un dirigeant, c'est quelqu'un qui choisit constamment, il fait des choix. Il fallait choisir entre uniformisation des mandats et élection de mi-mandat en Haïti. Aujourd'hui, je pense que tout le monde choisirait uniformisation des mandats. Pourquoi? Parce que justement, nous ne sommes pas en mesure d'endosser un tel engagement, à savoir réaliser des élections à tout bout de champ en Haïti, parce que nous n'en avons pas les moyens. Donc, notre priorité devrait être de dédier les ressources de l'État à d'autres priorités. Bon, maintenant, de l'autre côté, le pouvoir politique ne va pas sans responsabilité. Donc, le contrôle politique est essentiel dans toute démocratie. Donc, comment ce contrôle est exercé? C'est le peuple qui exerce le contrôle. C'est au moyen des élections. C'est à l'échéance, c'est au terme des échéances électorales. Donc, d'un côté, les élections de mi-mandat permettent un renforcement de la démocratie parce que ça permet une meilleure participation populaire et un meilleur contrôle politique. De l'autre côté, ça a des inconvénients. Ça nous met dans une situation de réaliser des élections à tout bout de champ. Donc, de l'autre côté, il y a des inconvénients et des avantages. S'il fallait choisir aujourd'hui, je dis, le meilleur choix serait l'uniformisation des mandats, ce qui peut nous éviter des élections chaque 2 ans. Et quand notre démocratie sera plus solide, quand notre économie sera plus prospère, on pourra aller vers l'autre option. Merci Franck et merci à tous d'avoir participé à cette rencontre. À dimanche prochain, je pense que vous serez tout aussi nombreux. Nous restons en contact. Et merci encore à Franck d'avoir accepté de jouer le jeu. Allez, une bonne soirée à tous. Ok, Guy, James. Allez, bye bye à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. À dimanche prochain. Merci. Ok, bonne soirée tout le monde.